tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, on s'intéresse évidemment à cette nouvelle vague de terrorisme qui secoue la France. Et avant de commencer, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager cette émission. C'est parti! Et à mes côtés pour cette émission, Xavier Hofer. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes criminologue, on le sait. Alors Xavier Hofer, aujourd'hui on va parler de ces nouveaux attentats qui viennent de secouer la France. 3 en à peine un mois. Le premier le 3 octobre avec 2 blessés graves devant les anciens locaux de Charlie Hebdo alors que le procès était déjà en cours. Le 16 octobre, c'est Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie, qui est décapité à Conflans-Sainte-Honorine. Et évidemment, le 29 octobre, jeudi, un jeune Tunisien s'attaque à la basilique Notre-Dame de Nice. 3 victimes, dont 2 femmes, soit dit en passant, une de plus de 70 ans. On a le sentiment que la menace terroriste est montée encore d'un cran. Pourquoi? Le contexte est-il particulier? Alors, plusieurs choses. Mais d'abord, je voulais, s'agissant du dernier attentat, celui de Nice, dire quelque chose que je n'ai pas entendu dans les médias jusqu'à présent. Si, en Italie, M. Salvini était resté à son poste, si on avait laissé continuer à faire son travail de ministre de l'Intérieur, il le faisait plutôt bien, il avait réussi à mettre un frein considérable à la marée migratoire qui submergeait le sud de l'Italie depuis les îles entre la Libye et l'Italie, Lampedusa et compagnie. Eh bien, il y aurait peut-être sans doute même 3 Français vivants encore aujourd'hui. Voilà, alors tous ceux qui, dans les médias et autres, ont manifesté une espèce de joie malsaine quand les aléas de la démocratie à l'italienne ont renvoyé M. Salvini à ses chères études, eh bien, aujourd'hui, si j'ose dire, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Voilà ce qui se passe quand on se laisse submerger, car bien entendu, c'était un migrant, et bien entendu, c'était un clandestin. Alors, un migrant tunisien, visiblement, qui était rentré au début du mois d'octobre en Europe, oui, et qui, visiblement, avait fait le voyage depuis l'Italie jusqu'à Nice, exprès pour frapper jeudi à cette basilique Notre-Dame. Alors, je ne le sais pas encore, je ne peux pas vous donner la confirmation de ça. Toujours est-il qu'il ait envisagé ça dans un deuxième temps ou que dès le départ, il soit venu du Maghreb avec cette idée en tête, c'est quand même un garçon qui n'avait rien à faire sur le sol français et sur le territoire français. Comment se fait-il qu'on laisse entrer sur le territoire français, en masse, 50 000 Tchétchènes? Alors, on ne parle pas naturellement, je l'ai déjà dit, mais il faut le répéter à chaque fois, les lois de l'hospitalité et de la charité existent. S'il s'agit de vieux messieurs ou de vieilles dames, s'il s'agit de femmes enceintes, s'il s'agit de petits-enfants, pourquoi pas? Il faut prendre sa part, comme on dit, des misères du monde. Maintenant, quand il s'agit d'hommes jeunes et sans doute, peut-être, en tout cas, aguerris, c'est-à-dire ayant l'expérience de la guerre ou de la guérilla, on les a laissés entrer. Dans le cas des Tchétchènes, on a un peu le sentiment qu'on les laissait entrer en masse. Pensez donc, au total, plus de 50 000 qu'on connaît, hein. En plus, naturellement, des clandestins, mais plus de 50 000. On a un peu l'impression qu'ils étaient laissés entrer sur le territoire français dans la seule idée d'embêter Poutine, hein, c'était un peu ça, voilà. C'est une bonne opération, visiblement. Oui, grand succès, vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, Dijon, ils viennent pour tout casser. Un Tchétchène qui poignarde des gens dans la rue à côté de l'Opéra, voilà 2 ans, plus d'autres mésaventures du même style à Strasbourg, plus la décapitation du professeur Samuel Paty, voilà, on devrait être un peu prudent en ce qui concerne l'entrée du territoire par, une fois de plus, de jeunes gens aguerris, élevés dans un contexte tribal ou clanique, où le fait de décapiter les gens, c'est un peu, voilà, c'est comme d'habitude, hein, on fait ça quand on a des querelles claniques, t'as regardé ma sœur, etc. Pourquoi pas le faire sur les infidèles? Vous iriez jusqu'à
aller dans le même sens que Jean-Luc Mélenchon qui disait qu'il y avait un problème avec la communauté tchétchène en France? Non, pas spécialement. C'est-à-dire que si on se contente d'accepter sur le territoire français des gens dont on a la certitude qu'ils ne peuvent pas s'en prendre à la population française, c'est-à-dire des gens âgés, des femmes et des petits-enfants, comme je l'ai dit, il faut savoir être charitable dans la vie. Mais je pense qu'il y a un problème, non seulement pas pour les seuls Tchétchènes, qu'il ne faut pas diaboliser, c'est pas un peuple satanique, hein. Simplement, il y a issus du continent africain ou issus d'endroits dans le Caucase ou dans l'Asie centrale ou dans l'Asie de l'Ouest, des gens qui ont pris des habitudes paramilitaires ou de guérilla qui les rendent follement dangereux. C'est pas tout de vouloir venger le prophète, comme ils disent. Il faut encore savoir se servir d'une Kalachnikov. Et là, l'aguerrissement est essentiel. Quelqu'un qui n'a jamais utilisé une arme de guerre, bah, tout bêtement, il ne sait pas s'en servir. J'ai le souvenir d'il y a très longtemps de ça, d'avoir rencontré des dirigeants des Brigades Rouges quand ils étaient encore clandestins et réfugiés en France, et ils me disaient qu'eux étaient des bêtes étudiants en sociologie, etc. La première fois qu'ils ont estourbi un policier pour lui prendre son revolver, son pistolet, pardon, ils ne savaient pas s'en servir. Donc ça vient pas tout seul, vous voyez. Il faut avoir appris à se servir des armes, et des gens qui viennent de ces pays-là et qui ont appris à se servir des armes, il faut, tant que faire se peut, leur refuser l'entrée sur le territoire français. Vous voyez le résultat. Alors bon, cette fois-ci c'était avec un couteau, mais d'autres fois c'était des individus qui étaient partis au Moyen-Orient s'entraîner, qui avaient eu cet aguerrissement et qui après ça étaient revenus tirer à Charlie Hebdo, etc. Donc il faut être très prudent en ce qui concerne ces individus. Je pense qu'on a fait preuve par... je sais pas, un instinct d'âme patronnesse un peu faisandé, comme ça, on a fait preuve d'une espèce de faiblesse coupable vis-à-vis d'individus qui peuvent présenter ce genre de danger. Alors il y a également un contexte politique très lourd, puisqu'on a vu que la décapitation de Samuel Paty, le professeur de Conflans-Sainte-Honorine, avait eu lieu après que celui-ci montre des caricatures de Charlie Hebdo, qui représentait le prophète Mahomet en classe. S'en est enchaîné une série de messages sur les réseaux sociaux jusqu'à aller à la fatwa qui a abouti finalement au crime d'Anzorov, le Tchétchène. Finalement, on a fait un peu de cette lutte contre le terrorisme un pendant à notre défense de la liberté d'expression qui passe visiblement presque comme un alpha et l'oméga par les caricatures. Alors, c'est simple, à la fin du compte. Vous avez manifestement des gens qui, pour des motifs religieux, pour des motifs de fanatisme, sont à l'offensive. Ces gens-là pensent qu'ils ont conquis déjà des positions sur le territoire français, que la France est une terre de conquête pour eux. Je parle de la minorité à l'intérieur de l'islam qui considère que la place de tous les musulmans du monde est de vivre dans un seul califat, dans une espèce de superpuissance, de super pouvoir qui réunirait autant que faire se peut tous les musulmans du monde, et à l'intérieur de ce califat-là, de dire qui a le droit de faire ceci et qui a le droit de faire cela, quel que soit l'endroit de la planète où ça se passe, que ce soit des endroits qui, par tradition, sont musulmans et islamiques depuis plus d'un millénaire, ou d'autres qui le sont devenus car la population y a changé. Donc il y a une minorité à l'intérieur des croyants de l'islam qui pensent ça. Et ces gens-là, manifestement, sont à l'offensive. Ils sont à l'offensive, ils testent le dispositif, le foulard ici, les nourritures dans les écoles là, etc. Ils testent sans arrêt le dispositif et de façon à conquérir encore de nouvelles positions. Mais alors, justement, je me permets de vous couper parce que c'est assez intéressant. On voit que le voile islamique est de plus en plus présent. S'il n'est pas accepté, il est toléré dans de plus en plus d'endroits. On voit que Gérald Darmanin s'est visiblement ébobi devant les rayons de supermarchés où il y avait de la viande halal. Mais tout ça, finalement, comme vous le dites, c'est du territoire gagné. Et on se dit, on a consenti à tout cela dans un pays européen, occidental. Et maintenant, on voudrait que cette même population
acceptent de voir le prophète caricaturé. Enfin, c'est un peu paradoxal comme état d'esprit quand même. Alors je vais vous répondre dans la mesure où je le peux. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas sociologue, je suis criminologue. Je m'occupe de phénomènes où on a attenté au code pénal. Voilà. Alors le fait de porter un voile, ça relève de l'autorité politique. C'est une décision politique que de l'interdire ou que de l'admettre. Ça ne relève pas, j'ai un sentiment de citoyen bien sûr, mais je ne peux pas parler au nom de la discipline qui est la mienne, la criminologie, sur ce sujet-là. Je veux simplement dire la chose suivante, c'est qu'à partir du moment où les gens avancent constamment et contraignent constamment d'autres à reculer, à un moment donné, on va basculer dans une situation conflictuelle. Et la situation conflictuelle, naturellement, elle intéresse les criminologues. Donc, toute la sagesse, vous savez, ce qui tient la société en place, la clé de voûte de la société, c'est ce qu'on appelle la philosophie du droit. C'est-à-dire que le droit, nous sommes un état de droit, les choses doivent se passer d'une certaine manière parce que des lois ont été votées, et par les gens qui représentent la majorité de la population, les lois, voilà, il faut qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale. Donc ces lois ont été votées, et si on vote des lois impossibles à respecter, ou si, à l'inverse, on ne vote pas des lois qu'il faudrait impérativement voter, la société tend à se déliter, parce qu'à la fin, les gens n'obéissent plus à rien et n'en font qu'à leur tête, et on commence par des espèces de milices de quartiers dans des zones hors contrôle qui sont composées d'individus qui sont vendeurs de hache le jour et puis islamistes la nuit, ou l'inverse, hein, une espèce de milice hybride comme ça, et à la fin, on arrive à des situations où on peut avoir vraiment des conflits, comme on en voit dans plein de pays du monde. Regardez comment ça se passe, par exemple, des fois en Inde. Regardez comment ça se passe aux États-Unis, où une partie de la population s'oppose aux autres et parfois les armes à la main. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Et pour éviter ça, à un moment donné, il faut taper sur la table. Il faut dire, ça suffit. Voilà, il y a une ligne, là, on la franchit pas. Et si on la franchit, gare. Moi, je veux bien que le président Macron nous fasse le coup de même pas mal, les caricatures, c'est quand on veut, comme on veut. Si le lendemain, 5 000 ou 6 000, une quantité substantielle des islamistes les plus dangereux en France sont raflés chez eux le matin et collés au trou, ça prend un sens. Les autres se disent, oulala, finalement on est pas mal en France, donc on va peut-être se tenir un peu tranquille. Si vous faites de l'irénisme, à savoir si vous dites, on va faire des caricatures, et puis le lendemain, bah rien. Les individus attendent 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils disent, ok, bah, puisque c'est comme ça, l'offensive continue. À un moment donné, il faut siffler la fin de la récréation. À l'heure actuelle, depuis ces histoires... Enfin, vous avez vu, après l'assassinat du professeur Paty, la place de la République, mais c'était un rassemblement de tous les gens qui haïssent la France. Il y avait Assa Traoré, Madalton, là, qui était avec un de ses copains, avec une pancarte Paty mort enseignant, en EN, saignant, S-A-I-G-N-A-N-T, colossale plaisanterie, c'est drôle, hein. Elle fait ça impunément, elle se retrouve pas en tôle le lendemain matin, elle et ses copains, injuriant quelqu'un qui vient de mourir dans l'exercice de ses fonctions d'une manière absolument atroce. Mort enseignant, vous voyez? Drôle, hein? Voilà, rien. Elle n'a même pas eu une contravention à 80 balles. Enfin, comment voulez-vous que les gens, après ça, respectent quoi que ce soit? À un moment donné, enfin, tout père de famille ou mère de famille, c'est ça. À un moment donné, il faut dire, ça s'arrête là, quoi. Autrement, bah, vous finissez par avoir des enfants qui font caca au milieu du tapis du salon, quoi. C'est comme ça que ça se termine si on laisse faire. Alors non. Et alors, depuis le début de cette affaire, depuis 2015, pas d'amalgame, pas ceci, mais ils sont gentils, mais pas... Bien sûr, on n'a jamais vu une population être en totalité ou même en majorité criminelle. L'exemple que je donne toujours, la province de Palerme, il y a 700 000 habitants. Dans la province de Palerme, disent les services anti-mafia italiens, il doit y avoir 3000 mafieux. Vous avez vu, 3000 sur 700 000. Voilà. Il n'y a jamais une population criminelle. Mais malgré tout, quels que soient gentils les gens, même s'ils sont très très gentils, il faut leur montrer les limites à ne pas franchir. Ça fait depuis des années qu'on recule et qu'on est dirigé par des gens qui, en réalité, ne dirigent rien, qui vivent sous la coupe de gourous de la com, qui leur disent « Oh là là, tu vas perdre un point dans les sondages, fais surtout pas ça, etc. » Et donc, ils reculent et ils reculent et ils reculent. Alors même quand ils font les braves sans conséquences derrière, vous voyez, sans qu'on vous dise, maintenant, le premier qui bronche, vous allez voir.
C'est ça qui se passe. Ce que vous expliquez, ça marche évidemment au niveau national, mais on a l'impression que ça marche aussi à l'international, parce que on voit bien que le président turc, depuis quelques semaines, et d'ailleurs même depuis quelques années, agite considérablement les tensions. Alors, naturellement, on ne comprend rien à tout ça quand on n'a pas une idée de la dimension géopolitique de ces problèmes. Le Moyen-Orient, avec toutes ses réserves connues, et encore d'autres derrière, en gaz et en pétrole, c'est le pivot du monde, c'est la zone des intérêts majeurs. Dans cette zone des intérêts majeurs, c'est-à-dire entre, en gros, l'Iran et la Libye, quand on fait une espèce de grand cercle comme ça, il y a à l'heure actuelle une lutte à mort entre deux coalitions de puissances, de blocs, si vous voulez, extrêmement puissants, qui se font la guerre. Le premier, c'est l'Arabie Saoudite avec les Émirats Arabes Unis, avec Israël, avec les États-Unis. Et le deuxième, et de plus en plus, c'est la Russie, l'Iran, la Turquie. La Turquie ne reste à l'heure actuelle dans l'OTAN, dont elle ne feint d'être membre que pour pouvoir s'opposer à tout. À l'intérieur de l'OTAN, les décisions se prenant à l'unanimité, il suffit que la Turquie dise « bah non, nous on veut pas ». Et bon, alors à l'heure actuelle... Et c'est plié. Exactement. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas comment faire pour s'en débarrasser dans l'OTAN, mais il y a encore, quoi. Et donc c'est ça le problème. Donc à l'heure actuelle, vous avez un roi d'Arabie Saoudite de facto, Mohammed bin Salman, qui fait en termes de pouvoir et de gouvernance une sottise après l'autre, dont les conséquences pour l'avenir de l'Arabie Saoudite, même l'avenir en tant que pays, sont à l'heure actuelle jugées comme désastreuses. Et vous avez, profitant de cette aubaine, vous savez, jusqu'en 1924, le califat, le fameux califat dont rêvent les islamistes, il n'était pas à la Mecque, il était à Istanbul, il était en Turquie. Les Turcs ne se sont jamais consolés en tant que peuple de la perte de cet élément de puissance énorme sur l'ensemble du monde musulman, donc sur une partie considérable de la planète. Et pour vous dire les choses, il ne l'exprime pas naturellement en ces termes, mais beaucoup de Turcs pensent que l'islam est une chose trop sérieuse pour être confiée à des bédouins. Voilà, pour dire les choses sérieusement. Alors, à l'heure actuelle, chaque fois qu'il le peut, mais on le sait, Erdogan prend la parole sur les Palestiniens, sur ceci, sur cela, et maintenant sur les musulmans soi-disant menacés dans leur essence et dans leur existence en Europe. Il prend la défense des musulmans sunnites. C'est lui le protecteur des musulmans sunnites. Que Erdogan, qui est un filou avec lequel on peut faire des marchés, on peut passer des deals, quoi. C'est quelqu'un qui est ouvert à la discussion, c'est pas un fanatique à la Bin Laden, quoi. Mais que, plus qu'auparavant, et un jour, même encore plus considérablement, Erdogan soit en charge de l'islam sunnite, ça ravit les Russes, ça ravit les Iraniens, ça ravit les Qataris, et donc à l'heure actuelle, il y a cette bagarre. Donc des surenchères, donc des appels au meurtre, ou des appels à boycott, etc. C'est géopolitique. Au fond, ceux qui sont dans cette bagarre-là n'ont mais vraiment rien à faire de ce qu'on fasse des petits gribouillés, des petits dessins à Paris. Ça leur permet d'affirmer leur volonté de puissance. Pendant la crise ukrainienne, par exemple, l'Union européenne a voté des sanctions contre la Russie. Pourquoi est-ce que rien n'est fait contre la Turquie d'Erdogan à l'heure actuelle? Je vais vous dire. D'abord, une fois de plus, la réalité géopolitique. La Turquie est une formidable puissance militaire. C'est un pays que je connais, c'est un pays où je vais. Et il y a 2 ans, j'étais à Istanbul et des amis turcs qui exercent des fonctions importantes dans l'appareil d'État turc me disent « Dis donc, on va aller manger, il y a un bon restaurant qui domine tout le Bosphore, etc. » Et donc on sort de la ville d'Istanbul, on longe une autoroute, et le long de l'autoroute, des murs avec des barbelés, et puis des miradors, et puis des sentinelles, puis on roulait comme on roule sur l'autoroute, quoi. Et le mur continuait, et il continuait, et il continuait. C'est un énorme... Et derrière, il y avait, comment dire, des grands bâtiments ultra-modernes, hein, avec des buildings, enfin, vous savez, dernier cri, un peu comme ceux qu'on voit à la Défense. Il y en avait plein. Et puis, ça durait. Et puis, au bout d'un moment, on dépasse ça. Et je dis à un de mes amis turcs, je lui dis, Levent, là, c'est l'état-major de l'armée turque. Et il rigole, il dit, non, c'est le siège de la 3e division blindée. C'est énorme, la puissance militaire turque. La Turquie, en 48 heures, mobilise 650 000 hommes.
L'armée française, elle tient dans le Stade de France. Hein. Voilà. Donc c'est en permanence d'actifs 350 000 hommes, le double mobilisé en moins d'une semaine. Alors justement, voilà, ça me donc fait... c'est cette puissance-là, traditionnelle, depuis Kemal Atatürk, que tout le monde convoite et veut attirer dans son camp, les Russes, les Iraniens, etc. Vous savez, de ce que me disent mes amis sur place, qui, j'insiste, occupent des fonctions non négligeables, ce sont les gardiens de la révolution iranienne qui ont sauvé la peau d'Erdogan quand il y a eu la tentative de coup d'État contre lui. Donc, voilà. Donc les liens sunnites, chiites, ça c'est pour la galerie, mais les liens à l'intérieur de la région sont très forts. Et à l'heure actuelle, ce bloc-là essaye de prendre le dessus sur l'autre bloc, en gros la péninsule arabe, les Séoudiens, les Koweïtis, les Émiratis, etc. C'est ça qui est en train de se produire, avec un cheval de Troie déjà dans la péninsule qui rejoint la coalition Erdogan, Poutine, etc., qui est le Qatar. Alors on va revenir en France et on va justement rebondir. Vous me parliez de l'armée française. Là, on a vu que une des premières annonces du gouvernement français a été de faire passer l'opération Sentinelle de 3 000 à 7 000 personnes. On a du mal à penser que ce soit très efficace, malheureusement. Je vais vous dire, tout cela est incohérent. Voilà. À un moment donné, pareil en Italie, il y a 20 ans, quand on avait tué Falcone et les juges Falcone et Borsellino, les Italiens avaient envoyé l'armée en Sicile pour lutter contre la mafia. Vous pouvez lutter contre une puissance secrète et invisible depuis l'intérieur d'un char d'assaut, vous? Enfin, c'est absurde, naturellement, c'était pour la galerie, c'était de la com. Là, pareil, c'est de la com. La seule chose que peuvent faire les gens de Sentinelle, à supposer qu'on leur mette vraiment des munitions dans leurs armes à feu, au moment, sans qu'ils soient obligés, à un moment donné, c'était affligeant. Ils avaient une pochette cousue à l'intérieur dans laquelle il y avait les balles. Alors, monsieur, vous vous apprêtez à égorger la dame, là, veuillez attendre, s'il vous plaît, que j'ai sorti ma petite pochette, mes petits ciseaux de couturière, que j'ai sorti mes balles, que je les ai mises dans mon chargeur et qu'enfin je puisse vous tuer. Ben, c'est naturellement pas sérieux. Il faut naturellement que les gens soient aptes à agir sur le champ. On a vu... il y a un individu, un islamiste, qui est jugé pour avoir poignardé des soldats ou des policiers français devant Notre-Dame. Ils n'ont pas eu le temps de se servir de leurs armes. Donc, évidemment, ça peut avoir une utilité a posteriori. Mais a priori, comment vous voulez, même si vous avez un très bel uniforme et un très beau fusil, savoir ce que le zèbre en face de vous a dans la tête? Ben, naturellement, c'est absurde. C'est absurde. C'est un effet d'annonce, un de plus. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'islam, globalement, des musulmans, du monde musulman, des différences entre les sunnites et les chiites qui, finalement, d'un point de vue géopolitique, n'avaient pas vraiment lieu de tenir. Néanmoins, on a le sentiment que certains musulmans radicalisés ne voient pas cela comme ça, ils voient ça comme une cause à part entière. Est-ce que, concrètement, on ne va pas faire d'amalgame, évidemment, mais est-ce qu'il y a un problème avec l'islam aujourd'hui en France? Non, en gros, sur le territoire français, d'abord, il n'y a que des sunnites en France. Il n'y a pas un seul chiite. Enfin, il y a 2 douzaines de Pakistanais chiites. Enfin, vous voyez, epsilon, quoi. C'est statistiquement imperceptible. Donc, il n'y a que des musulmans sunnites. Les musulmans en question sunnites sont très divisés en fonction de leur pays d'origine. Vous avez, par tradition, l'Algérie qui contrôle un certain nombre de centres de puissance. Vous avez les frères musulmans, vous avez la Turquie avec les gens d'origine turque. Ils sont très souvent reliés à l'islam de leur pays d'origine. Voilà, ça c'est... Donc là-dedans... s'agissant de la population musulmane la plus nombreuse en France, qui est celle des Algériens, et l'immigration algérienne en France, c'était en grande majorité des Kabyles, des Berbères. L'immense majorité des Berbères ou des Kabyles a, avec l'islam, une relation qui est de l'ordre de celle qu'entretient le français moyen avec le catholicisme. On fait baptiser la petite, mais on ne va pas à la messe tous les jours, quoi. Voilà, c'est un truc, c'est un peu distant, quoi. Et surtout, dans le cas de ces gens-là, c'est une religion de la sphère personnelle. Ils pratiquent, mais ils ne veulent pas convertir le voisin. L'islam turc est un islam de la sphère personnelle. Les Turcs sont restés des siècles dans les Balkans. Ils n'ont jamais essayé de convertir les populations qui vivaient à l'islam. Et même quand certains sur place
les Bogomiles qui sont devenus après ça les Bosniaques musulmans ont voulu devenir musulmans, ils n'étaient pas si chauds que ça. Ils leur disaient, vous êtes sûr, c'est bien votre décision à vous. Ah bon, mais pourquoi? Tiens, c'est curieux, etc. Ils n'ont pas essayé de faire... Donc, il y a un islam qui pousse à la conversion et d'autres, vous savez, pourquoi c'est comme ça? Parce que l'islam sunnite est une religion sans clergé. Vous n'avez pas de clergé permanent. Quand les fidèles se cotisent pour construire une mosquée, ils désignent l'un d'entre eux pour diriger la prière du vendredi, et la prière, regardez, il est au premier rang, mais il est dans le même sens que les fidèles. Il n'est pas comme le prêtre catholique ou le pasteur ou le rabbin qui est en face des fidèles parce qu'il a une nature différente et il leur parle depuis la maison de Dieu et il s'adresse aux fidèles. Là, c'est différent. C'est celui qui dirige la prière du vendredi et dans la vie de tous les jours, il est plombier zingueur, peintre en bâtiment ou n'importe quoi. Il n'a pas de fonction sacerdotale comme le clergé, par exemple, catholique. Je le prends comme exemple parce que c'est celui de 8 Français sur 10. Voilà. Donc, de ce fait, c'est très morcelé, très divisé. Alors, on a vu le gouvernement annoncer la dissolution de plusieurs associations, notamment le CCIF, peut-être Baraka City. Je vous propose, avant de vous donner la parole, d'écouter le politologue Alexandre Delval, que je recevais à votre place la semaine dernière. Moi, il y a un truc qui m'avait choqué. Chevènement, il y a 25 ans, avait proposé une charte de l'islam de France. Il voulait leur faire signer une charte qui condamnait la pénalisation du blasphème. C'est important, puisque la charia prévoit la peine de mort. Eh bien, moi, ça m'avait frappé et choquant. Et Chevènement en était encore choqué, il en parle parfois. Eh bien, les associations musulmanes de France avaient refusé de signer une charte qui pourtant leur demandait quelque chose d'évident, qu'ils étaient contre ce qui, dans la charia, prévoyait la peine de mort. Mais c'est quand même hallucinant. Mais ça devrait choquer beaucoup plus que les propos soi-disant islamophobes des uns ou des autres. Il a parfaitement raison. J'ajoute que l'islam est une religion. Une religion croit à des vérités supérieures et elle a les moyens de condamner ceux qui s'en écartent parmi ses fidèles. Et donc... par exemple, un beau jour, la mosquée Al-Azhar au Caire, voilà, celle qui est une sorte de centre normatif pour l'islam sunnite, qui fait des fatwas, qui a un centre de recherche, etc. Un beau jour, le Al-Azhar, qui avait sans doute été secoué un peu par les frères séoudiens et par les frères égyptiens, a publié une fatwa incendiaire contre l'État islamique en disant... L'État islamique et ses membres sont des ennemis de Dieu et ceux de ses membres qui sont capturés doivent être crucifiés et décapités. Vous avez bien entendu, ennemis de Dieu, crucifiés et décapités. S'ils ont fait ça pour les gens de l'État islamique, pourquoi les autres musulmans n'ont pas une réaction aussi forte et aussi indignée, même si ça reste une condamnation symbolique? On voit mal le cheikh Al-Azhar, là, le plus ancien dans le grade le plus élevé d'Al-Azhar, en train de couper un type en deux et de le crucifier. C'est une condamnation symbolique, mais il faudrait que les musulmans de France, devant l'horreur de ce qui est commis par certains de ceux qui se réclament de la même religion d'eux, prononcent une malédiction, qu'ils les maudissent. C'est une religion. J'imagine que dans le catholicisme, il y a le moyen d'excommunier quelqu'un, de maudire, etc. Eh bien, les musulmans ont la même chose. Et leur réaction jusqu'à présent, y compris dans cette affaire-là, a été singulièrement modeste. Je veux bien qu'eux-mêmes ne soient pas violents, je veux bien que ce ne soient pas des fanatiques ou des islamistes fanatisés dans leur grande majorité. Il y a quand même une réaction, là, quand même fort timide vis-à-vis de la gravité du problème. Mais j'irais même plus loin, on a le sentiment que c'est des injonctions contradictoires finalement, parce que d'un côté, on leur dit il ne faut pas tuer, de l'autre côté, finalement, eux, vous pouvez les tuer. Enfin, c'est quand même très compliqué, quoi. Eh bien, évidemment, puisque, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas de clergé. Alors, un clergé, c'est pas la panacée. On voit avec le clergé français que parfois il flotte un peu dans différents sens, mais malgré tout, c'est mieux que rien, quoi. En gros, sur plusieurs problèmes essentiels, la conférence des évêques de France et l'Église de France, pour prendre l'exemple des catholiques, elle est capable de dire oui, ça on veut pas. Ben, il n'y a pas l'équivalent. Il n'y a pas l'équivalent parce que vous avez entre le régime d'Erdogan,
ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe en Arabie Saoudite. Si vous voulez savoir à quoi il ressemble, le régime d'Erdogan, il ressemble plutôt au régime de Franco ou de Salazar, national-catholique, là c'est national-musulman, que à ce qui se passe en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir d'État très fort, une nation très forte, et puis la religion de l'armée, ben, c'est l'islam. C'est ça la Turquie. Mais bien entendu, ça a très peu à voir avec le régime saoudien, parce que l'islam sunnite, il est complètement éclaté, morcelé, divisé en un kaléidoscope de tendances, et c'est pratiquement impossible à unifier. Mais en tout cas, sur le sol français, et ceux qui se disent représentatifs de ça, je pense, bien entendu, il n'est pas question, pour une fois, d'amalgamer cela avec des tueurs qui égorgent les gens, mais ils devraient condamner plus fermement ces gens. On a exigé que l'Église catholique condamne, par exemple, l'Inquisition, hein. Après tout, l'Inquisition, c'était meurtrier, mais c'était sur une quantité de gens quand même très faible. Hein. Et ben, on a et puis condamner de la repentance, etc. Là, il devrait se repentir et condamner plus fermement, je trouve. Alors, en France, d'un point de vue plus politique, on a vu Marine Le Pen réclamer une législation de guerre. Certains, comme Éric Ciotti, ont dit qu'il fallait rompre avec ses obsessions de paix, peu ou prou. Finalement, est-ce qu'il faut créer de nouvelles lois? Est-ce qu'il faut créer un système nouveau? Ou est-ce qu'on a déjà les moyens législatifs pour frapper contre le terrorisme islamiste et qu'on ne veut pas le faire? Alors, option 2. Bien entendu, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut et même 10 fois plus qu'il n'en faut. Le blocage, il est dans l'ordre du passage à l'acte. C'est-à-dire, vous savez, les gens qui veulent rien faire, hein, ils n'ont jamais assez. Voilà. Ah bah oui, alors très bien, je commencerai bien à faire ceci, mais alors voilà, il me faut un marteau. Ah mais oui, mais j'ai pas de clous. Ah mais voilà. Donc les gens qui sont décidés à rien faire, ils n'ont jamais assez. Et alors ils demandent plus de moyens. Alors chaque fois qu'un service de renseignement est dans l'échec, ils disent oui, mais c'est parce qu'on n'a pas repeint les locaux depuis 20 ans, et puis on n'a pas assez de téléphones, et puis on n'a pas assez d'experts en baloutche médiéval. Vous comprenez, on devrait avoir sur cette langue merveilleuse un expert parce qu'on en manque, etc. Donc il y a toujours les excuses, la reculade, le reculoir, c'est toujours dire qu'on n'a pas assez. Et bien, à un moment donné, naturellement, c'est faux. L'aventure humaine est ainsi faite que jamais l'espèce humaine n'a attendu d'avoir tout avant de bouger. Je vais vous donner un exemple. Christophe Colomb n'a pas attendu la balise Argos avant de traverser l'Atlantique. Il a traversé l'Atlantique et puis des siècles avant qu'il y ait des moyens de navigation, les sextants, les boussoles, les chronomètres, etc. La nature de l'être humain est aventurière, donc il se lance, il fait les choses et puis après ça, il théorise et il complète par la suite. Donc ça n'est pas la peine d'attendre. Les gens qui veulent rien faire dans les banlieues, par exemple, ils nous disent oui, mais alors on manque de rapports sur le machin. Tu parles des rapports, il y en a, mais je pourrais remplir une bibliothèque avec des rapports sur la situation dans les banlieues, situation où l'islamisme croise et recoupe le banditisme, simplement c'est une excuse pour ne rien faire. Les gens qui ne veulent rien faire disent qu'ils n'ont pas tout à 100%, précisément les instruments qu'il leur faudrait, les analyses qui leur seraient indispensables, les études. Vous savez, c'est comme si le médecin attendait jusqu'à ce que le patient soit mort d'avoir tous les résultats de tous les examens. À un moment donné, il faut ouvrir, autrement il va mourir, le chirurgien. Il ne se lance pas avec 100% alors, qu'on fasse des bilans, des explorations radiologiques ou biologiques, c'est certain, mais on n'attend pas d'avoir tout, autrement on arrive à cette situation qui fait rire les chirurgiens une fois que les patients sont loin, qui est l'opération a réussi mais le patient est mort, quoi. C'est ça qu'il faut éviter naturellement, donc à un moment donné, il faut y aller. On a tous les moyens d'agir, il suffirait simplement de montrer un peu de fermeté. Dans le cas des voyous de banlieue, ce sont des lâches, on le sait. Il n'y a pas une fois dans toutes les des émeutes où on ne voit pas qu'ils sont toujours à 15 contre 1.
Hein, ils arrivent à 30 et puis il y a 2 malheureux policiers en patrouille, ils leur tombent dessus. Il suffirait de montrer un peu de fermeté pour que ça s'arrête, quoi. Alors, bien entendu, à un moment donné, il faut passer à l'acte. Et on a affaire à des gens qui sont politiquement des eunuques, qui sont des impuissants, qui sont incapables de passer à l'acte. Voilà, c'est tout. À partir du moment, alors on a l'impuissance, il y a toujours de bonnes raisons, mais oui, mais alors pensez, mais les droits de ceci, mais alors vous pensez que va dire Bruxelles, etc. Donc les raisons pour ne rien faire, elles sont innombrables, mais à un moment donné, il faut passer à l'acte. Pourquoi ? Parce que le risque est grand qu'à un moment donné, si vous ne passez pas à l'acte, on vous pousse sur le côté en disant tu veux pas faire, tu sais pas faire, ok, mets-toi sur le côté, d'autres vont le faire à ta place. C'est ça le risque. Alors j'aimerais vous faire écouter une très courte séquence qui est assez amusante. C'est le conseiller sécurité de BFM TV qui intervenait juste après l'attentat de Nice. Il évoquait donc la situation de la France, à la fois accablée par le coronavirus et le terrorisme. Le confinement sera au moins une façon de protéger des personnes, il y en aura moins dans la rue. Hier, j'avais un rendez-vous avec une personne qui gère la lutte antiterroriste, qui me disait c'est la seule bonne nouvelle du confinement. C'est qu'il n'y aura plus des gens attablés à des terrasses. Donc on a trouvé la solution pour lutter contre le terrorisme, il faut que les gens arrêtent de sortir de chez eux. Voilà. Il y a aussi une autre solution, c'est le suicide collectif, le temple du peuple, vous savez, la Guyana, 900 morts, bah après ça, tranquille, plus d'attentats, plus rien, etc. Donc naturellement, c'est le monsieur qui a dit ça l'a dit sous le coup de l'émotion ou de la fatigue, je sais pas, mais naturellement, on ne peut pas régler des problèmes comme ça. Il est évident, là encore, enfin, on rougit d'avoir à dire de semblables banalités, la société humaine, on ne l'arrête pas pour résoudre un problème. On n'arrête pas l'être humain quand on l'opère, autrement il est mort. On ne va pas arrêter la société humaine. Le plus proche à quoi, et nous, naturellement, les criminologues, ça nous a passionnés, le plus proche à quoi on soit arrivé, c'est d'arrêter, pendant du 15 mars là, au 11 mai, d'arrêter la circulation. Et donc, on a vu qu'en pareil cas, bien entendu, banditisme des rues, la criminalité de voie publique devenait quasiment impossible. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va arrêter, on va laisser les gens chez eux pour pas qu'il y ait d'infractions commises dans les rues. On va arrêter tous les voyages en avion définitivement sous prétexte qu'une fois sur 1 million, il y a un type qui détourne l'avion. Enfin, évidemment, chacun sait que depuis Ésope, poète de l'Antiquité grecque, que la langue est la meilleure et la pire des choses. Et là, évidemment, le voyage aérien, la circulation dans les rues, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. Mais la société humaine doit s'en accommoder. Elle ne peut pas arrêter le fait que les gens, une bonne fois pour toutes, restent chez eux jusqu'à leur décès, et même qu'on passe par les égouts pour les enterrer après ça pour pas passer dans la rue. Enfin, tout ça est absurde, quoi, évidemment. Ça tient pas debout. Mais c'est pas la consécration finalement de l'abandon de l'action, de l'abandon de prendre des mesures un peu viriles, j'allais dire, parce que vous parliez de nuque tout à l'heure. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment finalement qu'aujourd'hui c'est une sorte de principe de précaution qui prévaut surtout, et que plutôt que de limiter les risques, d'endiguer les risques, il vaut mieux les limiter, quitte à confiner tout le monde, quoi. Alors, le président actuel de la France, M. Macron, et ceux qui sont autour de lui et qui ont sa confiance, quoi, son petit groupe, n'ont pas idée de ce que c'est que le régalien. Ils n'ont pas idée de ce dont même le président Mitterrand était persuadé, qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Que, naturellement, si on met en avant des espèces de fariboles sociologico-humanistico, on va être inclusif avec les Allemands en 1940. Le général de Gaulle, il était clivant parce qu'il ne voulait pas se laisser envahir par l'ennemi héréditaire. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces sottises, vous vous rendez compte? À ce moment-là, mais c'est la porte ouverte à vous donnez les clés de la maison au premier qui passe, parce qu'autrement, comme il est, allez, on va fâcher personne, il est auvergnat, vous allez être raciste parce que vous allez être auvergnatophobe. Enfin, écoutez, ce sont des sottises qui, naturellement, ne tiennent pas debout une seconde. Non, c'est plus que des sottises, ce sont des plaisanteries de gosses de riches, vous savez.
quand on est bien, quand on n'a aucun problème, eh ben on en invente. Et alors on invente des soucis. On invente qu'on peut être pizzaophobe ou je ne sais pas trop quoi, enfin des sottises comme ça, vous voyez. C'est dans les sociétés gâtées où il n'y a plus aucune espèce d'hostilité, d'où la méchanceté du monde, la dureté du monde a disparu, qu'on invente des calembredaines comme ça. Ça n'est naturellement pas sérieux. Et vous allez voir, dès que la situation se tend, tout ça disparaît à la minute. Vous allez voir les gens qui, il y a encore peu, à la France insoumise, disaient « mais les musulmans, mais ceci, mais cela ». Là, à l'heure actuelle, au moment où on parle, ils sont déjà passés sous la table, quoi. Hein, voilà, donc ils sont partis se cacher sous le lit et on les voit plus. Pourquoi ? Parce que naturellement, quand la situation se tend, quand les choses deviennent dures, quand on en revient aux fondamentaux, eh bien, la logique est simple, c'est la logique de l'ami et de l'ennemi et du territoire qu'on a à défendre, celui où il y a les tombeaux de vos ancêtres, les berceaux de vos enfants. Staline, quand les Allemands envahissent la Russie en 1941, il fait revenir les popes, il fait revenir les métropolites, il fait revenir tout le clergé, parce qu'à la fin, l'être humain, c'est les berceaux et les tombeaux. C'est ça. Et une fois qu'il est appuyé là-dessus, il se bat. C'est les limites du libéralisme. Une fois, j'avais assisté à une conférence désopilante sur ce que faisaient les libéraux en matière de défense. Alors, ils disaient, c'est bien simple. On a un problème, disons, avec les Belges. Alors, on fait un appel d'offres. Et puis, l'appel d'offres, on voit si les régiments bosniaques sont plus chers que les Croates, etc. Les gens se font trouer la peau pour ça, d'après vous. Enfin, c'est absurde. Et ils avaient trouvé un autre truc qui était très drôle. Les libéraux, c'était des professeurs tournesol, complètement. Ils avaient eu l'idée de faire sponsoriser les chars d'assaut et les bateaux de guerre par des marques. Alors, vous aviez le sous-marin Banania. Je plaisante pas. Mais c'était vraiment... C'était le Vendée Globe. Oui, exactement. Voilà, exactement, c'était ça. À un moment donné, vous voyez, j'ai un père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale et des grands-pères qui avaient fait la Première. Quand il faut vraiment monter à la riflette, c'est pas pour Banania, c'est autre chose. Donc, à un moment donné, toujours, ces espèces de fariboles-là s'effondrent et le sérieux revient. J'espère simplement que devant la gravité de la menace, on ne sait jamais comment l'être humain réagit devant une circonstance totalement imprévue comme ça. Il est possible que le président Macron sorte de son costume de banquier uniquement fasciné par Wall Street et la City de Londres et qui retrouve en lui-même les ressources d'un vrai président qui a un vrai pays à défendre vraiment. Ça serait bien. Je suis entre vous et moi, mais on a déjà vu, vous savez... regardez Jeanne d'Arc, une petite bergère, comme ça, voilà. À un moment donné, l'extraordinaire devient possible parce que le pays est en danger. Un pays, c'est une nation, c'est des frontières. Vous savez qu'à l'heure actuelle, là, par exemple, c'est très drôle, il y a des gens qui lancent une revue qui s'appelle Germinal pour dire finalement, l'État-nation, c'est pas mal. Hein. Vous avez vu, quand il y a le Covid-29, que fait l'Europe ? Des sottises. Elle dit non, il faut tout laisser ouvert, etc. Que font l'Organisation mondiale du commerce ? Rien du tout, ils continuent à se chamailler, etc. Alors, le bloc, le Lego, la petite brique de l'ensemble, c'est l'État-nation. À partir du moment où il y a un État-nation, c'est qu'il y a des frontières. À partir du moment où il y a des frontières, il faut les défendre. C'est ça, c'est le fondamental. Espérons que les gens qui nous gouvernent, reviendront à ces vérités fondamentales et donc se comporteront de manière à ne pas laisser les Français livrés au couteau des égorgeurs. C'est aussi simple que ça. Merci pour cette conclusion, Xavier Hofer. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, je vous le redis, de commenter, de partager et de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette émission. En attendant, je l'espère, au vu de la situation, de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne soirée et bonne fin de week-end.